Je m'appelle Ara Vance. J'ai 70 ans et jusqu'à il y a 3 semaines, j'étais propriétaire d'une maison. C'était une maison que mon mari et moi avions achetée quand Serena avait 5 ans. Une maison où les souvenirs grandissaient, où nous célébrions les anniversaires, où nous pleurions les pertes, où nous vieillissions ensemble. Mon mari Robert est décédé il y a 8 ans. Une crise cardiaque. Rapide, pas d'adieu. Un matin, il buvait du café avec moi dans la cuisine, et l'après-midi même, il était parti. Juste comme ça. Si simple, si cruel. Après ça, j'étais seul. Serena me rendait visite une fois par mois, parfois moins, toujours pressée, toujours avec son téléphone à la main, toujours à regarder l'heure. Mais elle venait et je m'accrochais à ses visites comme on s'accroche à une bûche au milieu de l'océan. Il y a 6 mois, Serena est arrivée avec Damon. Je ne l'avais jamais aimé. Il avait cette façon de parler où chaque mot semblait mesurer votre valeur. Ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ses mains, toujours agitées, toujours à la recherche de quelque chose. Ce jour-là, ils m'ont dit qu'ils voulaient parler. Nous nous sommes assis dans le salon, la même pièce où Serena avait joué enfant, où elle avait ouvert les cadeaux de Noël, où elle avait pleuré son premier chagrin d'amour. « Maman, nous voulons te proposer quelque chose. » Serena avait les mains jointes sur les genoux. Damon la regardait du coin de l'œil comme s'il supervisait chaque mot. « Nous voulons que tu fasses un voyage. 1 mois, peut-être 2 mois, aussi longtemps que tu veux. Nous paierons tout. Tu mérites une pause, maman. Tu as travaillé toute ta vie. » Cela sonnait bien. Cela sonnait généreux. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle le disait. Quelque chose dans le ton, quelque chose dans l'urgence de leurs yeux. « Je n'ai pas besoin de voyager, ma chérie. » Damon s'est penché en avant. Il ne s'agit pas de besoin. Il s'agit de s'amuser. Tu as tellement donné. Il est temps de récupérer quelque chose. J'ai regardé ma fille. Elle a hoché la tête avec trop d'énergie, trop de faux enthousiasme. Et nous avons juste besoin d'une petite chose, maman. Une procuration juste pour les urgences, au cas où quelque chose se passerait pendant ton absence, au cas où quelque chose devrait être payé ou signé. Rien de majeur, rien d'important. Ces mots auraient dû me faire courir hors de la pièce. Mais quand on a 70 ans et que sa fille unique nous demande quelque chose, quand on a passé des années à se sentir comme un fardeau, comme si on dérangeait, qu'on prenait de la place, on dit oui, même si quelque chose en nous crie non. J'ai signé la procuration 3 jours plus tard au cabinet d'un avocat du centre-ville. Serena était là, souriante, me serrant la main. Damon attendait dehors, parlant au téléphone. J'ai signé. L'avocat a expliqué ce que cela signifiait. J'ai hoché la tête. J'ai signé à nouveau. 1 semaine plus tard, j'étais dans un avion en direction de Paris. Serena avait tout organisé. Un circuit à travers Paris, Rome et Londres, hôtel payé, repas inclus. Tout était parfait. Tout était trop parfait. Pendant le voyage, j'ai essayé de m'amuser. J'ai marché dans de vieilles rues, mangé dans des restaurants avec des nappes blanches, visité des musées, mais quelque chose ne me laissait pas en paix. Quelque chose dans ma poitrine vibrait comme un fil tendu sur le point de se rompre. Serena m'appelait tous les 3 jours. Toujours les mêmes questions. Comment vas-tu, maman? Tu aimes ça? Tu te reposes? Elle n'a jamais posé de questions sur la maison. Elle n'a jamais mentionné quoi que ce soit qui se passait à la maison. Jusqu'à une nuit, 2 semaines après mon départ, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Ara, c'est Denise Carter, ton ancienne voisine. J'ai besoin de te parler de toute urgence. Appelle-moi quand tu pourras. C'est à propos de ta maison. Denise. Je ne lui avais pas parlé depuis des années. Pas depuis qu'elle avait déménagé en centre-ville pour travailler dans l'immobilier. Mais je me souvenais bien d'elle. Une bonne femme, le genre qui n'oublie pas les faveurs. Je l'ai appelée le soir même. Sa voix semblait tendue. Ara, je ne sais pas comment te dire ça. Des papiers sont arrivés au bureau aujourd'hui. Ta maison est en vente. Ta fille l'a mise en vente il y a 1 semaine. Le monde s'est arrêté. Les lumières de Paris devant ma fenêtre, le bruit de la rue, tout est devenu lointain. Es-tu sûre, Denise? Complètement. J'ai vu les documents.
Elle a utilisé la procuration. La vente est presque conclue. J'ai raccroché. Je me suis assise sur le lit de l'hôtel. J'ai pris 1, 2, 3 respirations. Puis je l'ai su. J'ai tout su. C'est pourquoi le voyage. C'est pourquoi la procuration. C'est pourquoi tant de générosité soudaine. Mais je savais aussi autre chose, quelque chose qu'ils ignoraient. Je suis retourné à Atlanta 2 jours plus tard. J'ai annulé le reste du voyage. J'ai pris le premier vol disponible. Quand je suis arrivé à ma maison, il y avait la nouvelle serrure sur la porte, les clés qui ne fonctionnaient plus, et la certitude que ma fille m'avait trahi. J'ai sonné à la porte. Serena a ouvert la porte et a prononcé ces mots que je n'oublierai jamais. « Eh bien, tu es sans abri maintenant, maman. » J'ai juste souri parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient, quelque chose qu'ils allaient découvrir très bientôt. La propriété qu'ils avaient vendue n'était pas ce qu'ils pensaient. Quand Serena était petite, elle se réveillait en pleurant au milieu de la nuit. Des cauchemars, toujours les mêmes. Elle rêvait qu'elle était seule dans une maison vide et que personne ne venait la chercher. Je courais dans sa chambre, la serrais dans mes bras et chantais doucement jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Je restais assise par terre à côté de son lit, le dos contre le mur, veillant sur son sommeil jusqu'à l'aube. C'est ce que fait une mère. J'ai fait cela pendant des années. Maintenant, debout devant cette porte verrouillée, je me suis souvenu de chacune de ces nuits, chaque fois que je renonçais à mon sommeil pour veiller sur le sien, chaque fois que je faisais passer ses besoins avant les miens. Et je me suis demandé quand l'enfant qui craignait d'être seul est devenu la femme qui m'a laissé sans foyer. Mon mari Robert est décédé un mardi. Je m'en souviens parce que ce jour-là, nous avions prévu d'aller au marché fermier. Il adorait le marché. Il aimait marchander avec les vendeurs, toucher les fruits pour voir lequel était le plus mûr, choisir des fleurs fraîches pour la table de la cuisine. Ce matin-là, il s'est levé tôt comme toujours. Il a fait du café. Je l'ai entendu depuis la chambre. Ce sont familiers des tasses qui s'entrechoquent sur le comptoir, de l'eau qui bout, de ses pieds nus sur le parquet. Quand je suis descendu, il était assis à table, le journal ouvert. Il m'a regardé et a souri. Ce sourire que j'avais vu des milliers de fois en 40 ans de mariage. Je me suis assise en face de lui. Nous avons bu du café ensemble. Nous avons parlé du temps. Rien d'important. Tout d'important. 10 minutes plus tard, il a porté la main à sa poitrine. Ses yeux se sont écarquillés. Il a prononcé mon nom une fois. Ara. Juste comme ça, comme un soupir. Puis il s'est effondré sur la table. J'ai appelé l'ambulance. J'ai crié. J'ai pleuré. J'ai essayé de le réveiller. Mais il était déjà parti. Vite, sans prévenir. Sans me laisser le temps de lui dire à quel point je l'aimais, sans me laisser le temps de lui dire au revoir. Serena est arrivée à l'hôpital 3 heures plus tard. Elle était maquillée, les cheveux parfaits, portant des talons hauts comme si elle venait d'une réunion importante. Elle m'a serré dans ses bras. Elle a un peu pleuré, mais ses larmes ont séché trop vite. Aux funérailles, elle était au téléphone la moitié du temps, répondant à des SMS, consultant les réseaux sociaux comme si la mort de son père n'était qu'un inconvénient dans son emploi du temps. Après cela, les visites sont devenues plus espacées. Une fois par mois, une fois tous les 2 mois, toujours pressée, toujours avec des excuses, toujours avec Damon l'attendant dans la voiture, klaxonnant si elle prenait trop de temps. J'ai compris, ou c'est ce que je me suis dit. Elle avait sa vie, son mariage, ses affaires. Je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'elle soit avec moi tout le temps. Mais les nuits étaient longues, la maison était grande, et le silence pesait sur ma poitrine comme une pierre. J'ai vendu quelques affaires. Des meubles que je n'utilisais plus. Les vêtements de Robert que je me faisais mal à voir accrochés dans le placard. Cet argent m'a permis de tenir. Ma pension n'était pas beaucoup. 400 $ par mois. Assez pour vivre si vous étiez prudente. Si vous ne tombez pas malade, si vous n'aviez pas besoin de quoi que ce soit de plus. Serena n'a jamais demandé si j'avais besoin d'aide. Elle n'a jamais proposé d'argent. Mais je n'ai pas demandé non plus. J'avais ma fierté. J'avais ma dignité. Et surtout, je ne voulais pas être un fardeau. Il y a 1 an, Damon a perdu son emploi. Serena me l'a dit lors d'une de ses courtes visites.
Nous buvions du thé dans le salon. Elle regardait par la fenêtre en parlant comme si les mots étaient difficiles. Damon a eu des problèmes à l'entreprise, maman. Ils l'ont licencié. Ils ont dit qu'il y avait des irrégularités dans les comptes, mais il est innocent. C'était juste de la malchance. J'ai hoché la tête. Je n'ai rien dit, mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux. De l'inquiétude, de la peur, et autre chose, quelque chose que je ne voulais pas nommer à ce moment-là. Au cours des mois suivants, les visites sont devenues encore plus étranges. Serena arrivait et se promenait dans la maison, regardant tout, les murs, les meubles, l'arrière-cour, comme si elle mesurait, calculait. Un jour, je l'ai trouvée dans le bureau de Robert. Elle fouillait des papiers, de vieux documents, des titres de propriété. « Qu'est-ce que tu fais, chérie ?» Elle a tressailli. Elle a fermé le tiroir rapidement. « Rien, maman. Juste à la recherche d'une vieille photo de papa à afficher dans ma maison. » Elle mentait. Je le savais. Mais j'ai laissé faire parce qu'on veut croire. Parce qu'on a besoin de croire que sa fille n'est pas capable de certaines choses. Damon a commencé à venir avec elle. Avant, il attendait toujours dehors. Maintenant, il entrait, s'asseyait, regardait autour de lui avec ses yeux qui calculaient la valeur de tout. Il posait des questions. Il y a combien de temps que vous avez acheté cet endroit? Que vaut-il maintenant? Est-il entièrement payé? J'ai répondu innocemment, confiante, pensant que ce n'était qu'une conversation. Puis est venu ce jour il y a 6 mois où ils ont proposé le voyage, où ils ont demandé la procuration, où tout a commencé à se mettre en place. Cette nuit-là, après leur départ, je me suis assise dans le salon sombre, écoutant le silence de la maison, écoutant les souvenirs qui vivaient dans chaque coin. Je me suis souvenu quand nous avions acheté cette maison. Robert et moi venions de nous marier. Il travaillait dans la construction. Je nettoyais des maisons. Nous avons économisé chaque sou pendant 5 ans. Nous mangions des haricots, portions de vieux vêtements, n'allions nulle part, tout ça pour économiser l'apport initial de cette maison. Le jour où nous avons signé les papiers était un samedi. Je me souviens qu'il pleuvait. Robert m'a porté dans ses bras pour franchir le seuil. Nous étions tous les deux trempés. Nous rions tous les deux comme des enfants. C'est notre maison, Ara. Personne ne peut nous l'enlever. Un mensonge. Quelqu'un pouvait nous l'enlever. Notre propre fille. Je me suis souvenu du jour où Serena est née. 20 heures de travail. Une douleur qui n'a pas de nom. Mais quand ils l'ont mise dans mes bras, quand je l'ai vue ouvrir les yeux en me regardant, tout en valait la peine. Je lui ai promis que je la protégerais toujours, qu'elle ne manquerait de rien, que je serais une bonne mère. J'ai tenu ma promesse. J'ai travaillé 2 emplois pour payer son école privée. Robert travaillait du lever au coucher du soleil. Nous nous sommes tous les deux sacrifiés. Nous avons tous les deux mis de côté nos rêves pour qu'elle puisse avoir les siens. Serena voulait étudier l'administration des affaires. Nous avons payé l'université. 5 ans, frais de scolarité complets, livres, nouveaux vêtements pour ses cours, tout. Quand elle a obtenu son diplôme, Robert a pleuré de fierté. Moi aussi. Notre fille était une professionnelle. Notre fille allait bien s'en sortir. Tout en valait la peine. Puis elle a rencontré Damon. Elle l'a amené pour le présenter un après-midi. Il portait un costume coûteux, une montre ostentatoire, et conduisait une voiture neuve. Il parlait d'affaires, d'investissement, d'argent. Robert n'a rien dit cette nuit-là, mais plus tard, quand nous étions seuls dans la chambre, il m'a serré la main. Je n'aime pas cet homme, Ara. Il a des yeux de requin. Je lui ai demandé de lui donner une chance. Que Serena l'aimait. Que nous devrions faire confiance à son jugement. Robert a hoché la tête, mais il n'a jamais changé d'avis. Ils se sont mariés 6 mois plus tard, un grand mariage coûteux. Damon a insisté pour tout payer. Il ne voulait pas que nous contribuions à quoi que ce soit. Il a dit qu'il pouvait le faire, que nous avions déjà assez fait. Au mariage, Serena a dansé avec Robert. J'ai vu mon mari pleurer en la serrant. Je l'ai vu lui murmurer quelque chose à l'oreille. Elle a hoché la tête, a souri, l'a embrassé sur la joue. J'ai appris plus tard qu'il lui avait dit « Prends bien soin d'elle ». C'est tout ce que nous avons.
Damon n'a pas pris bien soin d'elle. Damon l'a transformée en quelqu'un que je ne reconnaissais pas, quelqu'un qui mesurait la valeur des choses uniquement en argent, quelqu'un qui voyait sa propre mère comme une ressource. Les premières années du mariage ont été bonnes. Il venait dîner le dimanche. Serena apportait des desserts. Damon parlait de ses entreprises prospères, de clients importants, de gros contrats. Tout semblait bien. Mais ensuite, Robert est mort. Et quelque chose a changé. Les visites sont devenues plus espacées. Les appels sont devenus plus courts. Serena était toujours pressée. Elle avait toujours quelque chose de plus important à faire. Je me suis dit que c'était normal, qu'elle avait sa vie. Mais la vérité, c'est que ça faisait mal. Ça faisait mal chaque fois qu'elle raccrochait vite. Chaque fois qu'elle annulait une visite, chaque fois qu'elle me faisait sentir que j'étais un fardeau. Et maintenant ça, la trahison complète. Maintenant, la confirmation que pour elle, j'étais juste un obstacle, un problème, quelque chose à résoudre. Cette nuit-là, assise dans l'obscurité de mon salon, j'ai pris une décision. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas verser une larme de plus pour quelqu'un qui ne les méritait pas. J'allais faire quelque chose de mieux. J'allais être intelligente. J'allais me protéger. Parce que si Robert m'a appris une chose, c'est ceci. Dans ce monde, il faut veiller sur soi-même parce que personne d'autre ne le fera. Le lendemain, j'ai signé la procuration. J'ai souri en le faisant. Je les ai remerciés pour le voyage. J'ai fait ma valise. J'ai dit au revoir. Et je suis parti pour l'Europe avec un plan qu'ils n'ont jamais vu venir. La veille de mon départ pour Paris, Serena est arrivée tôt à la maison. Elle a apporté des roses roses, mes préférées. Cela aurait dû être ma première alerte. Serena n'a jamais retenu mes fleurs préférées. Elle ne se souvenait jamais de mon anniversaire à moins que quelqu'un ne le lui rappelle. Et là, elle était avec un bouquet parfait, souriant trop. Oh, maman, je suis tellement excitée. Tu pars demain. Elle a posé les fleurs sur la table de la cuisine. Elle s'est déplacée dans ma maison avec une étrange familiarité, ouvrant des tiroirs, regardant des papiers, touchant des choses qu'elle n'avait pas besoin de toucher. Tout est prêt? Passeport, sac. Oui, chérie. Tout est prêt. Parfait. Et n'oublie pas, nous nous occuperons de tout ici. Ne t'inquiète de rien. Amuse-toi juste. Tu le mérites. Elle m'a serré dans ses bras. C'était un long câlin. Trop long, comme si elle disait au revoir à quelque chose de plus que juste moi. Quand elle s'est retirée, ses yeux étaient brillants. Pendant un instant, j'ai pensé que c'était des larmes, mais c'était autre chose. Du soulagement, peut-être, ou de l'anticipation. Damon est arrivé 1 heure plus tard. Il portait des papiers dans une mallette en cuir. Il s'est assis à la table de la salle à manger sans y être invité. Il a ouvert la mallette et a sorti des documents, les étalant soigneusement sur la table. Ara, nous avons juste besoin que tu signes ici et ici. Ce sont des pouvoirs supplémentaires au cas où nous aurions besoin de faire quelque chose d'urgent pendant ton absence. Quel genre de choses? Tout. Payer les services publics, renouveler des documents, des procédures bancaires, tu sais, l'habituel. L'habituel. Ce mot encore. Tout était normal pour eux. Tout était simple. Tout était nécessaire. J'ai pris le stylo. Je l'ai tenu au-dessus du premier document. J'ai lu les premières lignes. Des mots juridiques que je ne comprenais pas entièrement. Pouvoirs étendus, facultés irrévocables, représentation totale. Êtes-vous sûr d'avoir besoin de tout ça? Damon m'a regardé avec ce sourire que je connaissais déjà. Patient, condescendant, comme quelqu'un qui explique quelque chose d'évident à une personne lente. Ara, c'est juste une précaution. D'ailleurs, tu fais confiance à ta fille, n'est-ce pas? Cette question. Comment dire qu'on ne fait pas confiance à son propre enfant? Comment admettre à voix haute qu'il y a quelque chose dans ses yeux qui nous effraie? J'ai signé. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Damon a rapidement rassemblé les papiers, les a mis dans sa mallette comme quelqu'un qui protège un trésor. Excellent. Maintenant, tu peux partir l'esprit tranquille. Nous nous occuperons de tout.
Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé, fixant le plafond de ma chambre. La même pièce où j'avais dormi avec Robert pendant 40 ans. La même pièce où il était mort dans mes bras ce matin-là, il y a 8 ans, quand son cœur avait décidé de lâcher sans prévenir. Quelque chose n'allait pas. Je le savais. Je le sentais dans mes os, dans cet instinct qu'on développe après 70 ans de vie. Cet instinct qui vous dit quand quelqu'un vous ment, quand quelqu'un vous utilise. Mais j'avais déjà signé. Je leur avais déjà donné les pouvoirs. Il était trop tard pour faire marche arrière sans avoir l'air d'une vieille dame méfiante et paranoïaque. Du moins, c'est ce que je pensais. Je me suis levé à 5 heures du matin. J'ai fait du café. Je me suis assise dans la cuisine pour attendre le lever du soleil. Quand la lumière a commencé à filtrer à travers les fenêtres, j'ai pris une décision. J'ai composé un numéro que j'avais enregistré depuis des années. Mon avocat, le même qui avait aidé Robert et moi à acheter la maison, le même qui avait rédigé nos testaments. Avocat Sawyer, c'est tard avance. J'ai besoin de vous voir aujourd'hui. C'est urgent. Je suis arrivé à son bureau à 9 heures. Il m'a accueilli avec du café et cette gentillesse que seules les personnes vraiment décentes possèdent. Je lui ai tout raconté, le voyage, la procuration, les signatures, les pouvoirs. Il a écouté en silence. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière sur sa chaise et a soupiré. Ara, avec ses pouvoirs, votre fille peut pratiquement faire n'importe quoi avec vos propriétés. Vendre, hypothéquer, transférer. Je le savais. Au fond, je le savais. Mais l'entendre à voix haute a rendu tout réel, palpable, terrifiant. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Il a réfléchi un instant. Il a tapoté ses doigts sur le bureau, puis il a hoché la tête. Il y a quelque chose, mais vous devez me faire confiance, et vous devez agir vite. Il m'a expliqué le plan. J'ai écouté chaque mot, chaque détail. Quand il a eu fini, je l'ai regardé dans les yeux. Ça marchera. Si votre fille fait ce que vous pensez qu'elle va faire, oui, ça marchera parfaitement. Le jour même, nous avons fait les démarches nécessaires. Nouveaux documents, transfert stratégique, tout légal, tout enregistré, tout invisible à quiconque ne savait pas où chercher. Quand j'ai quitté ce bureau, le soleil était haut, il faisait chaud. La ville bourdonnait de son bruit habituel, mais je marchais différemment. Je n'étais plus la vieille femme vulnérable qu'il pouvait tromper. Je n'étais plus la mère naïve qui faisait aveuglément confiance. J'étais quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui était sur le point de leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Cet après-midi-là, Serena a de nouveau appelé. Sa voix semblait excessivement joyeuse. « Maman, tout est prêt pour demain? Damon et moi viendrons te chercher à l'aéroport. Tu n'auras pas besoin de prendre un taxi. Ce n'est pas nécessaire, chérie. J'ai déjà commandé un service de voiture. » Il y a eu un bref silence. « Tu vas bien, maman? Tu as l'air bizarre. »« Je vais bien, juste fatigué d'avoir fait mes valises. »« Eh bien, profite du voyage. Tu le mérites vraiment. » Ces mots, tu le mérites. Comme si le voyage était un prix, comme s'il me rendait service alors qu'en réalité, c'était la distraction parfaite pour me voler tout. Merci, chérie. J'ai raccroché. Je me suis assise sur le canapé du salon. J'ai regardé les photographies sur le mur. Robert et moi le jour de notre mariage. Serena bébé. Serena à sa remise de diplôme universitaire. Une famille qui était autrefois heureuse. Une famille qui aimait autrefois. Quand tout s'est-il brisé? Quand ma fille a-t-elle cessé de me voir comme sa mère et a-t-elle commencé à me voir comme un moyen d'obtenir de l'argent? Peut-être quand elle a rencontré Damon. Peut-être quand il lui a rempli la tête de rêves coûteux et d'ambitions excessives. Peut-être quand elle a décidé que l'argent valait plus que l'amour. Ou peut-être que ça a toujours été comme ça et que je n'ai juste pas voulu le voir. Peut-être qu'il y a toujours eu quelque chose en elle qui préférait les choses matérielles aux gens. Et moi, aveuglé par l'amour maternel, je ne l'ai jamais reconnu. Cette nuit-là, j'ai mis des choses importantes dans un petit coffre-fort que j'avais caché dans mon placard. Des photographies, des documents, les bijoux de ma grand-mère que Robert m'avait offerts, des choses qui avaient une valeur sentimentale, pas une valeur monétaire, des choses que Serena ne comprendrait jamais.
J'ai fermé la boîte, tourné la combinaison et les caché derrière de vieux vêtements que personne ne vérifierait. Le lendemain, j'ai pris l'avion. Le voyage a été long, inconfortable. Je n'avais pas l'habitude de voler. Je n'aimais pas les hauteurs. Je n'aimais pas être piégé dans ce tube métallique flottant au-dessus de l'océan. Mais je l'ai fait parce que j'avais besoin d'être loin. Parce que j'avais besoin qu'ils pensent que j'étais loin, distraite, impuissante. Paris m'a accueilli sous la pluie. J'ai pris un taxi jusqu'à l'hôtel, un petit endroit propre en centre-ville. J'ai déposé mes bagages et me suis assise sur le lit. J'ai sorti mon téléphone. J'avais 3 SMS de Serena. Maman, es-tu arrivée en toute sécurité? Maman, fais-moi savoir quand tu seras là. Maman, je m'inquiète. Inquiète? Quel mot ironique de sa part. J'ai répondu, arrivée en toute sécurité. Je suis fatigué. Nous parlerons demain. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Non pas à cause du décalage horaire, non pas à cause du lit étrange, mais parce que je savais ce qui allait arriver. Je savais qu'à un moment donné, dans les prochains jours ou semaines, Serena ferait le mouvement que j'attendais. Et quand elle le ferait, je serais prête. J'ai passé les jours suivants à me promener dans Paris sans vraiment rien voir. Je suis allé dans des musées et je ne me souvenais plus de ce que j'avais vu. J'ai mangé dans des restaurants et je n'ai pas goûté la nourriture. Tout était mécanique. Tout était en attente jusqu'à ce que le SMS de Denise arrive. C'est Denise Carter, ton ancienne voisine. J'ai besoin de te parler de toute urgence. C'est à propos de ta maison. Mon cœur s'est arrêté. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai composé son numéro avec des mains tremblantes. Denise Ara, merci d'avoir appelé. Je ne savais pas si je devais te le dire, mais ta maison est en vente. J'ai vu les papiers au bureau aujourd'hui. Ta fille l'a mise sur le marché. Elle a déjà des offres. Combien demande-t-il? 250 000 $. L'air s'est échappé de mes poumons. 250 000 $. La maison valait ça ou plus. La maison que Robert et moi avions achetée pour 50 000 $. Il y a tant d'années. La maison que nous avions payée avec la sueur et les larmes. Merci de me le dire, Denise. Ara, je suis tellement désolé. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu en as assez fait. J'apprécie. J'ai raccroché. Je suis resté là, dans cette chambre d'hôtel à Paris, à des milliers de kilomètres de chez moi, sachant que ma fille me trahissait à ce moment précis, mais sachant aussi que j'avais préparé quelque chose qu'elle n'avait jamais vu venir. J'ai souri. C'était un sourire triste, amer, mais un sourire néanmoins. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre. Je suis retourné à Atlanta 2 semaines après l'appel de Denise. J'ai annulé le reste du voyage. J'ai inventé une excuse en disant que je ne me sentais pas bien. Serena m'a appelé inquiète quand je lui ai dit que je rentrais plus tôt. Sa voix semblait nerveuse, trop aiguë. « Tu es malade, maman? Tu veux que nous venions te chercher à l'aéroport? » Non, chérie. Je veux juste être à la maison. J'ai déjà réservé un service de voiture, mais maman, il te reste encore 2 semaines de voyage. Tout est payé. Je sais, mais je veux rentrer. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. J'ai entendu des voix en arrière-plan. Damon parlant vite, chuchotant quelque chose que je n'ai pas pu saisir. D'accord, maman. Nous t'attendrons à la maison alors. Elle a raccroché rapidement. Trop rapidement. Le vol de retour m'a semblé interminable. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas mangé. Je me suis contenté de regarder par la fenêtre l'obscurité infinie, pensant à ce qui m'attendait, pensant au visage de Serena quand elle me verrait, pensant aux mensonges qu'elle serait déjà en train de préparer. J'ai atterri un mardi matin. J'ai pris un taxi directement jusqu'à ma maison. Tout le long du trajet, mon cœur battait si fort que je pensais que le chauffeur l'entendrait. J'ai regardé par la fenêtre les rues familières, mon quartier, ma rue. Tout était pareil, mais tout avait changé. Quand le taxi s'est arrêté devant ma maison, la première chose que j'ai vue fut le grand panneau rouge à vendre planté dans ma pelouse comme une déclaration obscène de trahison. J'ai payé le chauffeur. Je suis descendu lentement. Mes jambes tremblaient, mais je ne pouvais pas le montrer. Je me suis dirigé vers la porte.
J'ai cherché mes clés. Je les ai mises dans la serrure. Elles n'ont pas tourné. J'ai essayé à nouveau. Rien. La serrure avait été changée. Ma propre maison me rejetait. Les clés que j'avais portées pendant 42 ans étaient inutiles. J'ai sonné à la porte. J'ai attendu. Rien. J'ai sonné à nouveau. Plus fort. Silence. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Serena. Il a sonné 5 fois avant qu'elle ne réponde. Maman, tu es déjà de retour? Ce n'était pas une question. C'était une confirmation de quelque chose qu'elle savait déjà. Serena, je suis à la maison. Je n'arrive pas à entrer. Ils ont changé la serrure. Oh, oui. Il y a eu un problème avec la porte. Nous avons dû la changer. Viens à l'appartement. Je t'expliquerai tout là-bas. Quel problème? Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Maman, nous ne voulions pas t'inquiéter. Tu étais en vacances. Nous parlerons calmement à l'appartement. Elle a raccroché avant que je puisse dire autre chose. Je suis resté là, sur le porche de ma propre maison, avec le panneau à vendre me narguant depuis la pelouse, avec les clés inutiles dans ma main, avec 70 ans de vie pesant sur mes épaules comme des rochers. Une voisine est passée. Madame Agnès vivait 3 maisons plus loin. Elle m'a regardé avec pitié. Ce regard que les gens vous jettent quand ils savent quelque chose de terrible que vous n'avez pas encore confirmé. Ara, contente de vous revoir. J'ai vu qu'ils avaient mis la maison en vente. Vous déménagez? J'ai souri. Ce faux sourire que l'on apprend à faire après 70 ans d'éducation et de bonnes manières. Nous examinons les options, Agnès. Oh, c'est bien. Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où j'habite. Elle s'est éloignée à la hâte comme si mon malheur était contagieux. Comme si elle ne voulait pas être là quand tout exploserait. J'ai pris un autre taxi. Je lui ai donné l'adresse de l'appartement de Serena, ce grand immeuble ostentatoire avec un hall en marbre et un portier en uniforme. Je suis entré sans saluer personne. J'ai pris l'ascenseur. J'ai appuyé sur le bouton du 10e étage. Les portes se sont fermées. Et pendant un instant, j'étais seul dans ce cube métallique montant vers le ciel. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis préparé. Quand les portes se sont ouvertes, elle était là, Serena, m'attendant dans le couloir, vêtue de vêtements coûteux, maquillage parfait, cheveux fraîchement coiffés, comme si elle s'apprêtait à aller à une fête et non à affronter la mère qu'elle venait de trahir. « Salut, maman. Entre. » Sa voix était trop joyeuse, tendue, fausse. Je suis entré dans l'appartement. Damon était assis sur le canapé. Il avait un verre de whisky à la main, même s'il était à peine 10 heures du matin. Il m'a regardé et a hoché la tête, ce geste qu'il faisait toujours, comme si j'étais une employée, comme si ma présence était à peine tolérable. « Assieds-toi, maman. Je préfère rester debout. » Serena a soupiré, les bras croisés. Le masque était tombé. « D'accord, alors je te le dis pendant que tu es debout. Nous avons vendu la maison. » Les mots sont tombés sur moi comme des coups de marteau, même si je le savais, même si Denise m'avait prévenu. Même si je me préparais à ce moment depuis 2 semaines, l'entendre de sa bouche était différent. C'était comme être poignardé par quelqu'un que tu avais juré ne jamais te ferait de mal. Comment as-tu pu? Ma voix est sortie petite, brisée. Je détestais sonner comme ça. Je détestais leur donner cette satisfaction, mais je n'y pouvais rien. Damon s'est levé du canapé. Il s'est approché de moi avec ce sourire condescendant que je détestais tant. Écoute, Ara, ce n'est pas personnel. C'est des affaires. J'avais des dettes, 200 000 $, des gens dangereux. Si je ne payais pas, nous allions tout perdre. La maison était la solution. C'était ma maison. C'est une maison, juste une maison. Tu as ta pension. Tu peux louer quelque chose de petit, un appartement, une chambre. Il y a des options. Des options. Comme si 70 ans de souvenirs pouvaient être emballés dans une pièce. Comme si l'endroit où j'avais enterré mon mari, où j'avais élevé mon enfant, où j'avais construit ma vie pouvait être remplacé par quelque chose de petit et de bon marché. Serena s'est approchée.
Elle a posé sa main sur mon épaule, un geste censé être réconfortant, mais qui a eu l'effet d'un poison. Maman, comprends que nous n'avions pas le choix. D'ailleurs, tu nous as donné la procuration. Tu as signé. Tout est légal. Légal? Ce mot? Comme si la légalité effaçait la trahison. Comme si un papier signé justifiait de voler la vie de sa propre mère. Quand la vente a-t-elle été conclue? Damon et Serena ont échangé des regards. C'est déjà fait, maman. Il y a une semaine. L'argent est déjà à la banque. Les dettes sont payées. C'est fait. Je les ai regardés tous les deux, ma fille et l'homme qui l'avait transformé en ça. J'ai vu quelque chose dans leurs yeux qui m'a glacé le sang. Il n'y avait pas de remords. Il n'y avait pas de culpabilité. Il n'y avait que du soulagement et quelque chose de plus. Du triomphe. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient m'avoir battu. Ils pensaient que la vieille femme insensée était tombée dans leur piège parfait. J'ai souri. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être par nervosité. Peut-être parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Peut-être parce qu'après 70 ans à être la bonne, la compréhensive, celle qui pardonnait toujours, j'avais enfin appris à jouer leur jeu. Pourquoi ris-tu? La voix de Serena s'est faite aiguë, son visage s'est tendu. Damon a froncé les sourcils. Ils me regardaient tous les deux comme si j'avais perdu la tête. À quoi ris-tu, maman? Rien, chérie. Je suis juste fatigué. Mais je n'ai pas arrêté de sourire. Je ne pouvais pas parce que j'avais des documents dans mon sac qu'ils n'avaient jamais vus, parce que j'avais des informations dans ma tête qu'ils ne connaissaient pas. Parce que l'avocat Sawyer avait fait un travail parfait. Eh bien, alors pars. Va trouver un endroit où vivre. Nous ne pouvons pas t'aider. Nous en avons assez fait. Serena a montré la porte comme on jette un chien, comme on se débarrasse d'une ordure. Sa propre mère. Je me suis retourné pour partir. J'ai marché vers la porte à pas lents. J'ai senti leurs yeux fixés sur mon dos. J'ai senti leur dédain, leur satisfaction, leur soulagement de s'être débarrassés de moi. Avant de partir, je me suis arrêté. J'ai tourné un peu la tête, juste assez pour les voir du coin de l'œil. Puis-je te demander quelque chose, Serena? Elle a roulé des yeux. Damon s'est versé plus de whisky. Quoi? As-tu vérifié les papiers attentivement avant de vendre? Son visage a changé juste une seconde. Un éclair de doute, d'incertitude. Puis le masque de certitude est revenu. Bien sûr que oui. Tout était en ordre. Damon a vérifié chaque document. N'est-ce pas, chérie? Damon a hoché la tête, mais quelque chose dans ses yeux m'a dit qu'il n'était pas si sûr. D'accord, je demande juste. Je suis parti. J'ai fermé la porte derrière moi. Le couloir était vide, silencieux. J'ai marché vers l'ascenseur, chaque muscle de mon corps tendu. Je ne pouvais pas craquer. Je ne pouvais pas pleurer. Pas encore. Quand les portes de l'ascenseur se sont refermées, j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le numéro que j'avais composé tant de fois au cours des 2 dernières semaines. Denise, c'est moi. Je suis de retour. Ils savent. Je sais. Maintenant, la deuxième partie du plan commence. Sa voix semblait sur de l'autre côté. Je suis prête, Ara. Tout est prêt pour demain matin. J'ai raccroché. Je suis descendu dans le hall. Je suis sorti dans la rue. Le soleil a frappé mon visage. La ville rugissait de son bruit habituel. Des voitures, des gens, la vie qui continue comme si rien ne s'était passé. Je me suis assise sur un banc de parc en face du bâtiment. J'ai levé les yeux vers le 10e étage. J'ai imaginé Serena et Damon là-haut, célébrant, portant un toast, se félicitant d'avoir résolu leurs problèmes. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Ils n'avaient aucune idée de la tempête qui était sur le point de s'abattre sur eux. J'ai ouvert mon sac à main. J'ai sorti une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient les documents, la preuve, la vérité qui allait les détruire. J'ai caressé l'enveloppe avec des doigts tremblants. 70 ans. 70 ans pour arriver à ce moment. Pour comprendre que parfois l'amour ne suffit pas, que parfois il faut se protéger,
que parfois les personnes que vous avez juré d'aimer sont celles-là même qui vous poignardent dans le dos. J'ai rangé l'enveloppe. Je me suis levé. J'ai marché vers le taxi. Je devais trouver un endroit où loger ce soir, un hôtel, une chambre, quelque chose de temporaire, pendant que ce que j'avais mis en branle se déroulait. Mais je n'avais plus peur. Je ne me sentais plus faible. Pour la première fois depuis des années, je me sentais puissante parce que j'avais quelque chose qu'il n'avait jamais eu. J'avais la vérité, et la vérité était sur le point de me libérer. J'ai séjourné dans un petit hôtel près du centre-ville cette nuit-là, une chambre simple avec un lit dur et des rideaux fins qui laissaient passer la lumière de la rue. Je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé, fixant le plafond, écoutant les voitures passer, pensant à tout ce qui allait arriver. À 7 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était Denise. « Ara, pouvez-vous venir à mon bureau ? J'ai quelqu'un qui veut vous parler. » « Qui ? » ?»« Quelqu'un qui peut vous aider. Faites-moi confiance. » Je suis arrivé au bureau de Denise 1 heure plus tard. C'était dans un vieil immeuble du centre-ville, au 3e étage, sans ascenseur. J'ai monté les escaliers lentement, sentant chacun de mes 70 ans dans mes genoux. J'ai frappé à la porte. Denise l'a ouverte immédiatement. Elle m'a serré dans ses bras. C'était un long câlin sincère. Le premier vrai câlin que j'ai reçu depuis des mois, peut-être des années. « Entrez, Ara. Il est à l'intérieur. » Je suis entré. Dans la petite salle de conférence, était assis un homme. Il devait avoir environ 50 ans. Cheveux gris, un costume simple mais propre. Quand il m'a vu, il s'est levé et m'a tendu la main. « Madame Vance, je suis Luis Romero. Je travaille au bureau des titres où la vente de votre propriété a été enregistrée. » Je me suis assise. Denise a fait du café. Luis a ouvert une mallette et a sorti des documents, les étalant sur la table. « Madame Vance, Denise m'a parlé de votre situation, et lorsque j'ai examiné les documents de vente, j'ai trouvé quelque chose qui m'a semblé étrange. Très étrange. Qu'avez-vous trouvé ? » Il a montré un des documents. Je ne comprenais pas beaucoup le jargon juridique, mais j'ai essayé de me concentrer. La propriété que votre fille a vendue est enregistrée sous cette adresse. Elle correspond à votre maison. Mais lorsque j'ai recherché dans le registre public, j'ai constaté que 3 semaines avant la vente, vous aviez effectué un transfert. Vous avez transféré la propriété à une fiducie. J'ai hoché la tête lentement. Le plan de l'avocat Sawyer avait fonctionné exactement comme il l'avait dit. Alors, qu'est-ce que ma fille a vendu ? Luis m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du respect, presque de l'admiration. Techniquement, rien. Elle a vendu une propriété qui n'était plus à votre nom, qui n'existait plus légalement comme étant la sienne à vendre. La vente est nulle, complètement nulle. Denise s'est assise à côté de moi et m'a pris la main. « Ara, tu le savais. » Je l'ai regardée dans les yeux. Cette femme qui avait été ma voisine pendant des années, qui était venue chez moi quand son mari l'avait battue, à qui j'avais offert refuge, nourriture, un endroit sûr, qui n'a jamais oublié ce geste, et qui me rendait maintenant l'appareil. Oui, Denise, je le savais. Luis a continué à parler, mais je l'ai à peine écouté. Je me souvenais de ce jour au bureau de l'avocat Sawyer quand il m'avait expliqué le plan. « Ara, si vous croyez que votre fille va vendre votre maison, nous pouvons vous protéger. Nous transférons la propriété à une fiducie à votre nom. Elle aura les pouvoirs, mais la maison ne sera plus enregistrée de la manière dont elle le pense. Quand elle essaiera de la vendre, la vente sera frauduleuse. Et c'est là que nous la piégerons. » J'avais hésité. Cela semblait trop compliqué, trop risqué. Mais l'avocat Sawyer a insisté, « Faites-moi confiance, j'ai déjà vu des cas comme celui-ci. Des enfants abusant de parents âgés. Cela les arrêtera et leur donnera une leçon. » Maintenant, assise dans ce bureau avec Denise et Luis, j'ai compris que l'avocat Sawyer avait raison. « Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» a demandé Denise. Luis s'est penché en arrière dans sa chaise. « Cela signifie que Madame Vance peut intenter une action en justice pour fraude, pour falsification de documents, pour abus de pouvoir, et elle peut récupérer l'argent obtenu de cette vente frauduleuse. Et ma fille, que va-t-il lui arriver ? » Luis m'a regardé droit dans les yeux sans jugement, sans pitié, juste avec des faits. Elle pourrait faire face à des accusations criminelles, elle et son mari,
selon la façon dont vous souhaitez procéder. Le silence a rempli la pièce. Denise m'a serré la main. Lewis a attendu ma réponse. J'ai regardé ces documents sur la table. Preuve de trahison. Preuve que ma propre fille m'avait volé. Combien de temps ai-je pour décider? Légalement, vous avez plusieurs années, mais plus tôt vous agirez, mieux ce sera. L'argent de la vente peut encore être retracé. Il peut encore être récupéré. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr. Prenez votre temps. Voici mes coordonnées. Appelez-moi quand vous serez prête. Louis s'est levé, m'a donné sa carte et a quitté le bureau, nous laissant seuls Denise et moi. Ara, tu vas bien? Je ne sais pas, Denise. Je ne sais pas. Elle a refait du café. Nous sommes restés silencieux pendant plusieurs minutes, seul le bruit de la rue traversant la fenêtre, des voix, la vie qui passe pendant que mon monde s'effondrait. Tu te souviens quand je suis resté chez toi, a demandé Denise soudainement. Je l'ai regardé. Bien sûr, je me souvenais. Son mari l'avait frappée. Elle s'était présentée chez moi à minuit avec une lèvre fendue et un œil au beurre noir. Je lui avais ouvert la porte. Je lui avais donné ma chambre. J'avais appelé la police. Elle était restée avec moi pendant 3 semaines jusqu'à ce qu'elle trouve son propre logement. Denise a hoché la tête, ses yeux remplis de larmes. Je ne t'ai jamais remercié comme j'aurais dû. Tu m'as sauvé la vie, littéralement. Si j'étais resté avec lui une nuit de plus, peut-être que je ne serais pas là. Et maintenant, je peux te rendre quelque chose pour ce que tu as fait pour moi. Tu n'as pas à me rendre quoi que ce soit. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Et c'est aussi la bonne chose à faire. Poursuivre ta fille en justice, récupérer ce qui est à toi, te protéger. C'est la bonne chose. Mais c'est ma fille, Denise. Je sais. Et c'est ce qui rend les choses plus difficiles. Mais pense à ça. Si tu la laisses s'en tirer, qu'est-ce que tu lui apprends? Que c'est normal de voler? Que c'est normal d'abuser, que c'est normal de faire du mal aux gens qui t'aiment. Elle avait raison. Je le savais. Mais l'accepter faisait mal comme un couteau dans la poitrine. Cet après-midi-là, je suis retourné à l'hôtel. Je me suis assise sur le lit. J'ai regardé l'écran de mon téléphone pendant ce qui a semblé des heures. Finalement, j'ai composé un numéro. Avocat Sawyer, c'est Vance. Je suis prête à procéder. Sa voix semblait calme, professionnelle. Très bien, Ara. Nous déposerons la plainte demain. Êtes-vous sûr? Je suis sûr. J'ai raccroché. Je me suis assise sur ce lit d'hôtel bon marché, sentant le poids de la décision. J'étais sur le point de détruire ma propre fille, de l'envoyer en prison, probablement de ruiner sa vie. Mais elle avait essayé de ruiner la mienne d'abord. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des semaines, comme si mon corps savait que j'avais enfin pris le contrôle, que j'avais enfin cessé d'être une victime. Le lendemain matin, j'ai rencontré l'avocat Sawyer à son bureau. J'ai signé des papiers, des autorisations, des plaintes, tout le nécessaire pour lancer la procédure judiciaire contre Serena et Damon. Cela prendra du temps, m'a-t-il prévenu. Cela pourrait être un processus long et douloureux. Êtes-vous prête? J'ai vécu 70 ans. J'ai survécu à la mort de mon mari. J'ai survécu à la solitude. J'ai survécu à la trahison de ma propre fille. Je suis prête à tout ce qui arrive. Il a hoché la tête. Il a mis les documents dans sa mallette. Alors commençons. 3 jours plus tard, Serena a reçu la notification. Denise m'a appelé pour me le dire. Elle avait vu Damon à la banque crier sur un employé avec des papiers à la main, son visage rouge de rage. Ils ont gelé leur compte. Denise m'a dit qu'il ne pouvait pas toucher l'argent de la vente. Il était retenu jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Et Serena a essayé de vous appeler environ 20 fois. Elle a laissé des messages. Vous les avez écoutés? Non, ai-je menti? Je n'ai pas bloqué son numéro. Un mensonge. Je ne l'avais pas bloqué. Je n'avais juste pas répondu. Mais j'avais écouté chaque message, chaque supplication, chaque tentative de manipulation. Maman, c'est une erreur. Appelle-moi, maman.
Nous devons parler. Ça peut être arrangé. Maman, comment peux-tu nous faire ça? Nous sommes ta famille. Famille? Ce mot qui avait tout signifié pour moi pendant 70 ans. Ce mot qu'elle avait détruit quand elle avait signé les papiers pour vendre ma maison. Une semaine plus tard, j'ai reçu une visite inattendue. On a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel. J'ai ouvert. C'était Damon. Il avait l'air différent. Hagard, les yeux rouges, les vêtements froissés. Il n'avait plus cette arrogance, cet air de supériorité. Maintenant, il avait juste l'air d'un homme désespéré. Ara, je dois te parler. Nous n'avons rien à nous dire. J'ai essayé de fermer la porte, mais il a mis le pied en travers. S'il te plaît, 5 minutes. Juste 5 minutes. Je l'ai laissé entrer. Non pas parce que je le voulais, mais parce que j'avais besoin de voir à quel point il était tombé. J'avais besoin de voir la peur dans ses yeux. Il s'est assis sur la seule chaise de la pièce. Je suis resté près de la porte, prête à le jeter dehors si nécessaire. Ara, je suis désolé. Je suis désolé pour tout. C'était une erreur. Une terrible erreur. J'avais les dettes. Des gens dangereux. J'allais tout perdre. Tu pensais que me voler était la solution? Ce n'était pas voler. Nous allions te rembourser dès que nous aurions tout résolu. Je te jure. Menteur. Le mot est sorti froid, tranchant. Il a baissé les yeux. Les dettes venaient du jeu, n'est-ce pas? Casino, chevaux, investissement stupide, et quand tu as tout perdu, tu as décidé que ma maison était ton salut. Il n'a pas répondu. Il est juste resté assis là, la tête baissée comme un enfant puni. Laisse tomber la plainte, s'il te plaît. Serena est détruite. Elle ne dort pas. Elle ne mange pas. Elle pleure toute la journée. Ça la tue. Elle aurait dû y penser avant de me vendre. Ara, s'il te plaît. Nous sommes une famille. La famille ne vous vole pas. La famille ne vous trahit pas. La famille ne vous laisse pas dans la rue. Vous avez cessé d'être ma famille le jour où vous avez signé ces papiers. Je me suis levé. J'ai ouvert la porte. Pas, Damon. Et ne reviens pas. La prochaine fois, j'appelle la police. Il s'est levé lentement. Il s'est dirigé vers la porte. Avant de partir, il s'est retourné une dernière fois. Tu vas vraiment détruire ta propre fille? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Elle a essayé de me détruire d'abord. Je ne fais que me défendre. J'ai fermé la porte. Je l'ai entendu descendre le couloir. Puis le silence. Je me suis assise sur le lit. Je tremblais, mais pas de peur, de rage, de douleur, de libération. J'avais franchi le point de non-retour. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais bien avec ça. Après la visite de Damon, quelque chose en moi a changé. Je n'ai plus ressenti de pitié. Je n'ai plus ressenti de culpabilité. Je n'ai ressenti qu'une clarté froide et précise sur ce que je devais faire. Pendant 70 ans, j'avais été la femme qui pardonnait, celle qui comprenait, celle qui faisait passer les besoins des autres avant les siens. Mais cette femme était morte le jour où j'ai trouvé ma maison avec une nouvelle serrure sur la porte. J'ai déménagé de l'hôtel à un petit appartement que Denise m'a aidé à trouver, un endroit temporaire jusqu'à ce que tout soit résolu. 2 chambres, une petite cuisine, une fenêtre avec vue sur la rue. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était le mien. Personne ne pouvait me l'enlever. Chaque matin, je me réveillais tôt, faisais du café, m'asseyais à la table de la cuisine et examinais les documents. L'avocat Sawyer m'avait donné des copies de tout. Relevé bancaire, registre de vente, virement. Chaque papier était une autre pièce du puzzle qui allait les détruire. J'ai découvert des choses que je ne savais pas. Damon ne devait pas seulement 200 000 $. Il devait près de 30 000 $ à des banques, à des casinos, à des prêteurs privés, des gens qui n'acceptaient pas les excuses, des gens qui collectaient d'une manière que vous ne vouliez pas imaginer. Serena le savait. Bien sûr, elle le savait. Et au lieu de le confronter, au lieu de le quitter, elle a décidé que la solution était de me sacrifier, sa mère. La femme qui lui a donné la vie, qui a travaillé 2 emplois pour payer son université,
qui s'est privé de vacances pendant des années pour qu'elle puisse avoir de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures, de nouveaux livres. Tout cela ne signifiait rien comparé à son mariage, son statut, son appartement luxueux et sa vie parfaite sur les réseaux sociaux. Un après-midi, Denise est venue me rendre visite. Elle a apporté de la nourriture, du poulet rôti, du riz, des tortillas chaudes. Nous nous sommes assises pour manger dans cette petite cuisine comme deux vieilles amies, comme deux survivantes. « Comment gérez-vous tout cela ?» m'a-t-elle demandé. Mieux que je ne le pensais. C'est étrange. Je pensais que je me sentirais plus mal. Je pensais que je le regretterais, mais non. Je me sens libérée. Elle a hoché la tête. Elle a compris. Elle aussi avait dû prendre des décisions difficiles lorsqu'elle a quitté son mari violent. Quand elle a décidé que sa vie valait plus que de sauver les apparences. Savez-vous quelque chose sur Serena? Elle a essayé de venir ici, mais le portier ne l'a pas laissé monter. Je lui ai dit de ne pas la laisser passer, que je ne voulais pas la voir. Denise m'a regardé avec ses yeux pleins de compréhension. C'est normal de se protéger, Ara. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre, non pas pour l'envoyer, juste pour moi, pour libérer tout ce que je retenais. Tout ce que je n'avais jamais dit à Serena à voix haute. Chère Serena, je t'ai donné la vie. Je t'ai donné mon temps. Je t'ai donné mon énergie. Je t'ai donné chaque dollar que j'ai gagné en nettoyant des maisons d'étrangers pour que tu n'aies pas à le faire. Je t'ai donné un amour inconditionnel même quand tu ne le méritais pas. Et tu m'as remboursé en me vendant comme si j'étais un objet. Comme si je n'avais pas de sentiments, comme si 70 ans d'amour pouvaient être effacés d'une signature. Je n'ai pas fini la lettre. Je l'ai déchirée en petits morceaux. Je l'ai jetée à la poubelle. Je n'avais pas besoin de l'envoyer. Je n'avais pas besoin qu'elle la lise. J'avais juste besoin de la sortir de mon système. L'avocat Sawyer m'a appelé le lendemain matin. J'ai des nouvelles. Le juge a accepté notre plainte. Une audience est prévue dans 2 semaines. Vous devrez témoigner. Témoigner? Devant Serena, devant elle et Damon. Je devrais raconter ce qui s'est passé avec mes propres mots. Pouvez-vous le faire? J'ai pris une profonde inspiration. L'idée d'être dans la même pièce que me nouait l'estomac, mais je devais le faire pour moi, pour ma maison, pour ma dignité. Je peux le faire. Préparons-nous. Alors, j'ai besoin que vous écriviez tout depuis le début. Chaque détail, chaque conversation, chaque moment où vous avez suspecté quelque chose. J'ai passé les jours suivants à écrire, remplissant des pages et des pages avec mon histoire, avec la vérité qu'ils avaient essayé d'enterrer. Chaque mot était comme arracher une épine profondément enracinée. Ça faisait mal, mais ça nettoyait aussi. Pendant ce temps, l'avocat Sawyer travaillait sur sa stratégie. Il m'appelait tous les 2 jours pour des mises à jour. Ils avaient trouvé plus d'irrégularités dans les papiers de vente. Damon avait forgé ma signature sur certains documents. Serena avait menti au notaire sur mon état mental, disant que je leur avais demandé de vendre parce que je ne pouvais plus m'occuper seul de la maison. Des mensonges empilés sur des mensonges comme une tour construite sur le sable, et j'étais sur le point de la faire tomber. Une semaine avant l'audience, j'ai reçu un colis non marqué. Je l'ai ouvert avec précaution. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, l'écriture de Serena. « Maman, s'il te plaît, lis ceci. S'il te plaît, écoute-moi. Je sais que j'ai fait une erreur, une terrible erreur. Mais je l'ai faite parce que je n'avais pas d'option. Damon était en danger. Des gens dangereux le menaçaient, me menaçaient. Si nous ne payions pas, quelque chose de terrible allait arriver. Je pensais que je pouvais vendre la maison, payer les dettes, puis t'acheter quelque chose de mieux, quelque chose de plus petit mais plus facile à entretenir. Je ne voulais pas te faire de mal. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu es ma mère. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. S'il te plaît, retire la plainte. S'il te plaît, pardonne-moi. Nous pouvons arranger ça en famille sans avocat, sans juge, juste toi et moi comme avant. Je t'en supplie, maman, ne détruis pas ta propre fille. J'ai lu la lettre 3 fois. Chaque fois, je ressentais moins. La première fois, j'ai ressenti un coup dans la poitrine. La deuxième fois, juste de la lassitude. La troisième fois, rien.
Juste des mots vides de quelqu'un qui comprenait enfin les conséquences de ses actes. J'ai mis la lettre dans un dossier avec tous les autres documents. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas appelé. Je n'ai rien fait parce qu'il n'y avait rien à dire. Denise est venue cet après-midi-là. Je lui ai montré la lettre. Elle l'a lue et a secoué la tête. Pure manipulation. Vois comment elle ne s'excuse pas vraiment. Elle ne fait que donner des excuses. Elle ne fait que se victimiser. Elle ne dit jamais « je suis vraiment désolé ». Elle avait raison. Dans toute la lettre, Serena n'a jamais prononcé les mots qui comptaient. Elle n'a jamais reconnu qu'elle m'avait trahi. Elle n'a jamais accepté de réelles responsabilités. Elle essayait seulement de me faire culpabiliser de me défendre. 2 jours avant l'audience, l'avocat Sawyer m'a convoqué à son bureau. Nous devions préparer mon témoignage, pratiquer les questions et anticiper ce que l'avocat de Serena et Damon essaierait de faire. Ils vont essayer de vous peindre comme une femme âgée confuse, a-t-il averti. Ils vont dire que vous leur avez demandé de vendre, que vous étiez d'accord, que vous l'avez ensuite regretté et que vous les accusez maintenant injustement. Et comment prouvons-nous que c'est un mensonge? Avec ça. Il a sorti son téléphone. Il m'a montré un enregistrement. C'était une conversation entre Serena et Damon, tous deux parlant de la façon de me convaincre de signer la procuration, de m'envoyer loin, de vendre la maison sans que je ne m'en rende compte avant qu'il ne soit trop tard. Où avez-vous eu ça? Un détective privé les a suivis pendant des semaines. Il a enregistré plusieurs conversations, toutes admissibles au tribunal parce qu'elles se déroulaient dans des lieux publics, des restaurants, la rue, la banque. J'ai écouté tout l'enregistrement. La voix de Serena sonnait froide, calculatrice. Elle parlait de moi comme si j'étais un problème à résoudre, un obstacle à supprimer. La vieille ne se doute de rien. Nous lui offrirons le voyage. Nous la distrairons. Au moment où elle reviendra, il y aura déjà de nouveaux propriétaires, et elle ne pourra rien faire. Damon a ri. Ce rire affreux. Il riait de ma douleur, de ma naïveté, de mon amour maternel qu'ils utilisaient comme une arme. Est-ce suffisant, ai-je demandé, ma voix tremblante. Plus que suffisant. Cela va les enterrer. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis resté éveillé, pensant à l'audience, à voir Serena face à face, à raconter à un juge tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle m'avait pris. Je me suis levé à 4 heures du matin. J'ai fait du café. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant la ville se réveiller. Les lumières s'allumant une par une, les gens partant au travail, la vie continuant malgré ma douleur. J'ai pensé à Robert, à ce qu'il dirait s'il était là. Il m'aurait probablement serré dans ses bras. Il me dirait que j'ai fait ce qu'il fallait, que me protéger n'est pas égoïste, que défendre ce qui est à moi n'est pas cruel. Ou peut-être me dirait-il de pardonner. Que Serena était notre fille, que la famille était la chose la plus importante. Mais Robert n'était pas là. Il ne voyait pas ce que je voyais. Il ne ressentait pas ce que je ressentais quand j'ai ouvert cette porte et que j'ai trouvé une nouvelle serrure. Quand j'ai entendu ma fille dire « Eh bien, tu es sans abri maintenant », avec un sourire sur le visage. Non, Robert n'était pas là, et je devais prendre mes propres décisions. Le jour de l'audience, je me suis habillé avec soin. Une robe simple mais digne, des chaussures confortables, mes cheveux attachés, pas trop de maquillage. Je voulais avoir l'air de ce que j'étais, une femme de 70 ans, une mère trahie, une victime cherchant justice. Denise est venue avec moi. Elle a pris mon bras alors que nous marchions vers le palais de justice. L'avocat Sawyer nous attendait à l'entrée. Prête? Je le serai. Nous sommes entrés. Le couloir sentait le désinfectant et les vieux papiers. Nos pas résonnaient sur le sol en marbre. Nous nous sommes dirigés vers la salle d'audience. Mes jambes tremblaient, mais j'ai continué. Nous avons poussé les portes et ils étaient là. Serena et Damon assis de l'autre côté avec leur avocat. Elle m'a vu et ses yeux se sont remplis de larmes. De fausses larmes. Des larmes d'actrice. Je me suis assise. J'ai regardé droit devant moi. Pas elle. Jamais elle. Je lui avais déjà donné assez d'années de ma vie. Assez de larmes. Assez d'amour gaspillé. Maintenant, c'était mon tour de parler. Mon tour d'être entendu.
Mon tour de récupérer ce qui était à moi. Le juge est entré. Nous nous sommes tous levés. L'audience a commencé. Et j'étais prête à dire ma vérité, toute ma vérité, sans peur, sans honte, sans regret, parce que j'avais enfin compris quelque chose qu'il m'a fallu 70 ans pour apprendre. Parfois, l'amour ne suffit pas. Parfois, il faut se choisir. Et me choisir ne faisait pas de moi une mauvaise mère. Cela faisait de moi une femme forte, une survivante, une femme qui refusait d'être une victime, jamais plus. Le juge a demandé le silence. La pièce est devenue silencieuse. Tout ce que j'entendais était le bourdonnement de la climatisation et mon cœur battant si fort que je pensais que tout le monde l'entendrait. L'avocat Saouyer s'est levé en premier. Sa voix sonnait ferme, sûre, comme s'il savait exactement ce qui allait se passer. Votre honneur, aujourd'hui, nous présentons une affaire de fraude, d'abus de confiance et d'exploitation de personnes âgées. Madame Aravance a été victime d'un plan prémédité mis en œuvre par sa propre fille et son gendre pour la dépouiller de son seul actif. Serena sanglotait de l'autre côté. Damon la serrait dans ses bras. Tous deux avaient l'air de victimes. Tous deux agissaient comme s'ils étaient les blessés. Je voulais crier, mais je suis restée silencieuse, attendant mon tour. L'avocat Saouyer a d'abord présenté les documents, les titres, les transferts, les registres prouvant que j'avais transféré la propriété à une fiducie 3 semaines avant de partir en voyage. Que la maison que Serena avait vendue n'était plus légalement à mon nom de la manière dont elle le pensait, que toute la transaction était frauduleuse. L'avocat de Serena s'est levé. C'était un jeune homme, costume coûteux, trop de gel dans les cheveux. Il parlait avec cette arrogance que les gens qui n'ont jamais vraiment souffert possèdent. Votre honneur, ma cliente a agi de bonne foi. Sa mère lui a donné de larges pouvoirs. Elle lui a donné une permission explicite de gérer ses affaires. Il n'y avait aucun moyen qu'elle ait pu être au courant de cette fiducie. Madame Vance ne lui en a jamais parlé. En fait, nous soutenons que cette fiducie a été créée spécifiquement pour piéger ma cliente. C'est la mère qui a agi avec malveillance, pas la fille. J'ai senti mon sang bouillir. J'ai agi avec malveillance. Moi qui n'ai cherché qu'à protéger le peu qui me restait. Le juge a levé la main. Retenu, Madame Vance. Seulement des faits, s'il vous plaît. J'ai continué. Ils m'ont demandé de signer une procuration. Ils ont dit que c'était pour la sécurité au cas où quelque chose se passerait pendant mon absence. J'ai hésité, mais Serena est ma fille, mon enfant unique. Comment se méfier de son propre sang? Ma voix s'est brisée. J'ai fait une pause. Le juge a attendu. J'ai signé. Étage 3 jours avant de partir, quelque chose m'a poussé à chercher une aide juridique. Je suis allé voir mon avocat. Je lui ai fait part de mes soupçons. Il a suggéré la fiducie comme protection, au cas où. Au cas où ma fille essaierait de me vendre, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Serena a crié de son siège. Ce n'est pas vrai, maman. Dis-leur la vérité. Tu étais d'accord. Le juge a frappé de son marteau. Ordre. Mademoiselle Vance, vous aurez votre tour de parler. L'avocat Saouyer s'est approché. Il avait des papiers à la main. Votre honneur, je voudrais présenter des preuves supplémentaires. Il a tendu des documents au juge, puis a sorti son téléphone, le connectant à un système audio. Il s'agit d'un enregistrement obtenu légalement dans un espace public. Une conversation entre Serena Vance et Damon Wells 2 jours avant que Madame Aravance ne parte en voyage. Il a appuyé sur lecture. La voix de Serena a rempli la pièce. La vieille ne se doute de rien. Nous lui offrirons le voyage. Nous la distrairons. Au moment où elle reviendra, il y aura déjà de nouveaux propriétaires et elle ne pourra rien faire. Puis la voix de Damon. Et si elle demande des nouvelles de la maison, nous lui dirons qu'il y a eu un problème, que nous avons dû la vendre pour la protéger, pour payer des impôts ou quelque chose. À son âge, elle ne pense plus clairement. Elle ne pourra rien faire. Tous les deux riant. Riant de moi, de ma confiance, de mon amour. Le silence dans la pièce était absolu. Serena était pâle. Damon avait la tête baissée. Leur avocat vérifiait frénétiquement des papiers, cherchant quelque chose à dire. Le juge a enlevé ses lunettes. Rien à ajouter, Mademoiselle Vance?
Serena s'est levée. Les larmes ne jouaient plus la comédie. Maintenant, elles étaient réelles. Désespérées. Ce n'était pas comme ça. Je l'aime. C'est ma mère. J'avais juste peur. Damon avait des dettes. Des gens dangereux. Ils allaient lui faire du mal. Me faire du mal. Je n'avais pas le choix. Pas le choix. La voix de l'avocat Sawyer était froide. Vous n'aviez pas le choix de voler votre mère de 70 ans, de la laisser sans abri et d'en rire en planifiant votre trahison. Serena sanglotait maintenant de manière incontrôlable. Damon a essayé de se lever, mais son avocat l'a arrêté. Le juge a examiné les documents. Des minutes se sont écoulées, qui ont semblé des heures. Finalement, il a parlé. J'ai vu de nombreuses affaires dans ce tribunal. Des familles se détruisant pour de l'argent, pour des biens, pour des héritages. Mais celle-ci est particulièrement douloureuse. Une fille trahissant sa mère, utilisant sa confiance comme une arme. Il a regardé Serena directement. Mademoiselle Vance, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Quelque chose qui puisse expliquer pourquoi vous avez trahi la femme qui vous a donné la vie? Serena m'a regardé. Ses yeux suppliaient, demandant pardon sans mots. Cherchant en moi la mère qui pardonnait toujours, qui comprenait toujours, qui faisait toujours passer son bien-être avant le mien. Mais cette mère était morte, et la femme qui restait n'avait plus de pardon à donner. J'ai détourné le regard. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais je l'ai faite. Serena a commencé à parler, sa voix brisée. Maman, s'il te plaît, regarde-moi. S'il te plaît. J'ai fait une erreur. La pire erreur de ma vie. Mais tu es ma mère. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me détruire. Qu'aurait dit papa? Qu'aurait-il dit s'il te voyait faire ça? Ces mots m'ont traversé comme des balles. Mentionner Robert en utilisant sa mémoire comme une arme était le coup le plus bas qu'elle pouvait porter. Je me suis levé. Ma voix est sortie plus forte que prévu. Ton père serait dévasté, mais pas avec moi. Avec toi. Il a travaillé jusqu'à ce que son cœur lâche pour te donner une vie meilleure. Et tu l'as remboursé en essayant de voler sa veuve. Moi, sa femme, ta mère. Le juge a frappé de son marteau. Assez. Je vais ordonner une suspension de 2 heures. Je rendrai mon verdict après. Nous avons quitté la salle. Denise m'a serré dans ses bras. L'avocat Sawyer a souri. Vous avez été parfaite, Hara. Parfaitement. Mais je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais seulement vide, fatigué, comme si j'avais vieilli de 10 ans en ces 2 heures. Nous sommes allés à un café près du palais de justice. J'ai commandé du thé. Je ne l'ai pas touché. J'ai juste fixé la tasse pendant que Denise et l'avocat parlaient de stratégie, de ce qui allait arriver, comment récupérer l'argent, comment s'assurer qu'il ne pourrait plus jamais s'approcher de moi. J'ai à peine écouté. Je pensais à Serena, à l'enfant qu'elle était, au bon moment que nous avions eu, aux nuits que je passais à côté de son lit quand elle faisait des cauchemars, aux fois où je nettoyais ses genoux écorchés, aux câlins qu'elle me donnait quand elle était petite et que j'étais tout son monde. Quand ai-je perdu cet enfant? Quand est-elle devenue la femme qui m'a trahi? Votre thé refroidi, a dit Denise. Je n'ai pas soif. Vous devez manger quelque chose, boire quelque chose. La partie la plus importante est encore à venir. Elle avait raison. Le juge n'avait pas encore rendu son verdict. Tout pouvait encore arriver. Nous sommes retournés au palais de justice. La salle était plus bondée maintenant. Des curieux, des journalistes, des voisins qui avaient entendu parler de l'affaire. Tout le monde voulait voir comment l'histoire de la mère trahie par sa fille allait se terminer. Je me sentais exposée, vulnérable, mais aussi étrangement forte. Parce que cette fois, je n'étais pas seul. Denise était à mes côtés. L'avocat Sawyer était prêt à me défendre, et j'avais la vérité de mon côté. Le juge est entré. Nous nous sommes tous levés. Il s'est assis, a ouvert un dossier, a lu quelque chose, puis nous a regardés. J'ai examiné toutes les preuves. J'ai entendu les témoignages, et je suis parvenu à une conclusion. Le silence était assourdissant. La vente de la propriété est déclarée nulle, frauduleuse, sans validité légale.
L'argent obtenu doit être restitué intégralement à la fiducie de Madame Hara Vance. De plus, j'ordonne une enquête pénale contre Serena Vance et Damon Wells pour fraude, falsification de documents et abus de confiance. Serena a crié. Un cri qui venait de l'âme. Damon a frappé la table. Son avocat a essayé de le calmer. De plus, j'ordonne une ordonnance restrictive. Serena Vance et Damon Wells ne peuvent pas s'approcher à moins de 90 mètres d'Hara Vance. Ils ne peuvent pas la contacter. Ils ne peuvent pas se rendre à sa résidence. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. Le marteau est tombé. Le son a résonné dans mes os. Affaire classée. Je suis restée assise. Je ne pouvais pas bouger. Denise pleurait à côté de moi. L'avocat Sawyer m'a tapé sur l'épaule, mais je n'ai regardé que droit devant moi. J'avais gagné. J'avais récupéré ma maison. J'avais prouvé la vérité. J'avais obtenu justice. Mais je ne me sentais pas heureuse. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais seulement comme une mère qui avait perdu sa fille pour toujours. Serena a essayé de s'approcher, mais deux gardes l'ont arrêtée. Elle a crié mon nom, maman. 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 Chaque fois, plus désespérée, plus brisée. J'ai quitté la pièce sans regarder en arrière. J'ai marché dans ce long couloir, sachant que j'avais franchi un pont que je ne pourrais plus jamais traverser. Dehors, le soleil brillait. La ville était toujours vivante. Des gens marchaient, des voitures passaient, la vie continuait. Et moi aussi, je continuerai sans ma fille, sans ma famille, mais avec ma dignité intacte, avec ma maison protégée, avec ma vérité entendue. Ce fut une victoire amère. Mais c'était ma victoire, et personne ne pouvait me l'enlever. Les jours après le verdict furent étranges, silencieux, comme si le monde s'était arrêté, et que j'apprenais à respirer à nouveau. Je suis resté dans le petit appartement que Denise m'avait trouvé. Je savais que je pourrais bientôt retourner à ma maison, mais j'avais besoin de temps pour digérer, de temps pour guérir, de temps pour comprendre qui j'étais maintenant. Une semaine après l'audience, l'avocat Sawyer m'a appelé. J'ai des nouvelles. La banque a gelé tous les comptes de Damon et Serena. L'argent de la vente est en train d'être transféré à la fiducie. Il y a aussi des accusations criminelles formelles. Le procureur a décidé de poursuivre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils seront jugés. Ils pourraient aller en prison. Damon surtout. Il a des antécédents de fraude. Ce n'est pas la première fois. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté l'avocat expliquer les prochaines étapes. Audience, témoignage, plus de paperasse, plus de jours au tribunal. Hara, tu vas bien? Je suis fatigué. Juste ça, fatigué. J'ai raccroché. Je me suis assise près de la fenêtre. Dehors, des enfants jouaient dans la rue. Un couple marchait main dans la main. Un vieil homme promenait son chien. La vie normale, une vie que je ne reconnaissais plus. 3 jours plus tard, Denise est venue me rendre visite. Elle a apporté le journal. Vous êtes dans les nouvelles. Elle a ouvert le journal. C'était là. Première page de la section locale. Une photographie de Serena quittant le palais de justice, les mains couvrant son visage. Le titre disait « Fille accusée d'avoir fraudé sa mère de 70 ans dans une vente immobilière frauduleuse ». J'ai lu l'article. Chaque mot était comme un clou. Il décrivait tout. Le plan, les dettes de Damon, la trahison, mon témoignage, le verdict, tout exposé au monde entier. « Comment vous sentez-vous » a demandé Denise. Je ne sais pas. Une partie de moi voulait que tout le monde sache la vérité, mais une autre partie ne voulait pas que ma fille soit publiquement humiliée comme ça. Elle a choisi ça. Chaque action a des conséquences. Elle avait raison. Mais ça ne faisait pas moins mal. Les jours suivants, le téléphone ne cessait de sonner. Des numéros inconnus, des journalistes voulant des interviews, des gens du quartier avec des questions, des voisins qui se souvenaient soudain de moi. J'ai éteint le téléphone. J'avais besoin de silence. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de l'avocat Sawyer. Hara, Damon a accepté un accord de plaidoyer avec le procureur. 3 ans de prison.
Serena sera jugée, probablement 2 ans avec sursis si elle accepte de plaider coupable. Tout touchait à sa fin. Justice était rendue. L'argent était restitué. Ma maison était libérée. J'avais gagné sur le papier, dans la loi, au tribunal. Mais quand je fermais les yeux la nuit, je ne ressentais pas la victoire. Je ressentais seulement le poids d'une fille perdue, d'une famille détruite, de 70 ans d'amour qui se terminait dans un tribunal. Le prix de la justice avait été élevé, peut-être trop élevé, mais c'était un prix que j'étais prête à payer parce que l'alternative était de continuer à être une victime, de continuer à être piétinée, de continuer à mourir un peu chaque jour. Et j'avais choisi de vivre, même si cela signifiait vivre seul, même si cela signifiait porter le poids d'avoir détruit ma propre fille. Parce qu'au final, elle m'a détruit d'abord. Je ne faisais que me défendre. Et cela devrait suffire. 3 mois après le verdict, je suis retourné à ma maison. La vraie. Celle que Robert et moi avions achetée il y a tant d'années. Celle que Serena avait essayé de me vendre. Celle qui était enfin à moi à nouveau. Complètement à moi. Denise est venue avec moi. Nous avons ouvert la porte ensemble. L'odeur d'être enfermé m'a frappé en premier. Puis les souvenirs. Chaque recoin racontait une histoire. Chaque mur contenait un moment. Mais il ne faisait plus mal comme avant. Maintenant, ce n'était que des échos d'une vie qui avait pris fin. J'ai ouvert les fenêtres. J'ai laissé l'air frais entrer. La lumière du soleil a illuminé le salon. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. « Allez-vous rester ici ?» a demandé Denise. Je ne sais pas encore. Peut-être. Ou peut-être que je vendrai et achèterai quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas tant de fantômes. Elle a hoché la tête. Elle m'a aidé à nettoyer. Nous avons passé toute la journée à balayer, épousseter, ranger. Quand nous avons eu fini, la maison semblait différente, plus légère, comme si elle aussi s'était libérée du passé. Cette nuit-là, seule dans ma vieille maison, je me suis assise sur le canapé où j'avais été assise tant de fois avec Robert. J'ai regardé les photographies sur le mur. Notre mariage, Serena bébé, Noël, anniversaire, une famille qui était autrefois heureuse. J'ai pris la photographie de Serena obtenant son diplôme universitaire. Robert a pleuré de fierté ce jour-là. Moi aussi. Notre fille était une professionnelle. Elle avait réalisé ce que nous n'avions jamais pu. J'ai caressé la photographie, puis je l'ai mise dans une boîte avec les autres. Je ne les ai pas jetées. Je ne pouvais pas. Mais je n'en avais pas besoin sur le mur non plus. Je n'avais pas besoin qu'on me rappelle chaque jour ce que j'avais perdu. Les jours suivants furent consacrés à la réorganisation. L'avocat Sawyer a finalisé les papiers. L'argent de la vente frauduleuse a été restitué. 250 000 $, plus que ce que j'avais vu réuni de toute ma vie. Mais l'argent ne me rendait pas heureuse. Il me faisait seulement me sentir en sécurité, protégé, comme si j'avais enfin un coussin contre le monde. Un après-midi, la sonnette a retenti. C'était l'avocat Sawyer. Je suis venu vous apporter les documents finaux. Tout est clos. La maison est entièrement à votre nom. Pas de privilèges, pas de problème. C'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Je vous apporte aussi ceci. Il m'a tendu une enveloppe. Je l'ai ouverte. C'était une lettre manuscrite de Serena écrite depuis la prison. Elle avait accepté l'accord de plaidoyer. 2 ans. Elle serait libérée dans 18 mois avec bonne conduite. Je ne veux pas la lire, ai-je dit. Vous n'êtes pas obligé. J'ai juste pensé que vous devriez avoir le choix. J'ai rangé la lettre sans l'ouvrir. Peut-être un jour, peut-être jamais. Peu importait. L'avocat Sawyer est parti. Je suis resté avec l'enveloppe dans les mains, sentant son poids, me demandant ce qu'elle dirait, quelles excuses, quoi? Quelle promesse vide? Je l'ai mise dans un tiroir avec toutes les autres lettres qu'elle m'avait envoyées. Des dizaines, toutes non ouvertes, toutes non lues. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de la survie. Chaque lettre était une tentation de revenir en arrière, de pardonner, d'oublier. Et je ne pouvais pas me permettre ce luxe. Plus jamais. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'allais vendre la maison.
Non pas parce que je la détestais, mais parce que j'avais besoin d'un nouveau départ. J'avais besoin d'un endroit qui soit juste à moi. Sans souvenirs, sans fantômes, sans douleur. J'ai appelé Denise. Elle connaissait un bon agent immobilier, honnête. En 2 semaines, nous avons mis la maison en vente. En 1 mois, nous avons eu des offres. En 2 mois, j'ai conclu la vente. 400 000 $, plus que je n'aurais jamais imaginé. Avec cet argent et l'argent récupéré de la vente frauduleuse, j'avais plus de 600 000 $. Une fortune pour une femme de 70 ans. J'ai acheté une petite maison à la périphérie de la ville près d'un lac, un endroit calme où les gens ne me connaissaient pas, où il n'y avait pas de regard de pitié, où je pouvais juste être, non pas la mère trahie, non pas la victime, juste moi. La maison avait 2 chambres, une petite cuisine avec une fenêtre donnant sur le lac, un jardin où je pouvais planter des fleurs. C'était parfait. J'ai emménagé un mardi. Denise m'a aidé. Rosalie et Agnès, des voisines de l'ancien quartier qui m'avaient toujours été gentilles, sont venues aussi. Ensemble, nous avons porté mes quelques affaires. Des boîtes de vêtements, des livres, quelques photographies, pas grand-chose d'autre. Cette nuit-là, seul dans ma nouvelle maison, je me suis assise sur la véranda. Le lac scintillait sous la lune. Les grillons chantaient. Le vent agitait les feuilles des arbres. Tout était paisible. J'ai pensé à Robert, à quel point il serait fier de moi, à la façon dont je m'étais défendu, à la façon dont j'avais survécu. J'ai pensé à Serena dans la prison où elle payait ses crimes, si elle en sortirait transformée ou simplement plus amère. J'ai pensé à moi, aux 70 ans que j'avais vécu, à tout ce que j'avais perdu, à tout ce que j'avais gagné. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Non pas un sourire amer, non pas un sourire triste, un vrai sourire de libération, d'espoir, d'un nouveau départ. Les mois suivants furent une période de découverte. J'ai appris à vivre seul pour de vrai. Non pas seul à attendre que quelqu'un vienne, mais seul par choix. Seul et complète. J'ai commencé à marcher autour du lac tous les matins. J'ai rencontré d'autres voisins, des personnes âgées comme moi, aussi avec des histoires, aussi avec des pertes, aussi en train d'apprendre à vivre à nouveau. J'ai rejoint un club de lecture. Nous lisions des romans, de la poésie, des biographies. Nous parlions de livres, mais aussi de la vie, d'enfants qui décevaient, de mariages qui se terminaient, de rêves qui ne se réalisaient jamais, et aussi d'espoir, de secondes chances, de meilleurs jours. J'ai appris à conduire. À 70 ans, j'ai enfin obtenu mon permis. J'ai acheté une petite voiture d'occasion mais fiable et j'ai roulé en ville, sur la côte, dans des endroits que je n'avais jamais visités. Sentant le vent sur mon visage, la liberté dans mes mains, j'ai commencé à écrire. Pas un livre, juste des pensées. Des mémoires, des lettres à moi-même, des lettres à Robert, des lettres à la Serena que j'avais autrefois connue et aimée. L'une de ces lettres disait, « Chère Serena de 5 ans, celle qui faisait des cauchemars et que je calmais. Celle qui me serrait dans ses bras et me disait que j'étais la meilleure maman du monde. Je ne sais pas où je t'ai perdu. Je ne sais pas quand tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais pas, mais je veux que tu saches que je t'ai aimé de tout mon cœur, et une partie de moi t'aimera toujours, mais cette partie vit dans le passé, et je vis dans le présent. Au revoir, mon enfant. Au revoir pour toujours. » J'ai mis cette lettre dans une boîte avec les photographies, avec les souvenirs, et j'ai fermé la boîte, non pas verrouillée, juste fermée, parce que peut-être un jour je voudrais l'ouvrir, ou peut-être pas. Et les 2 options étaient acceptables. 1 an après le procès, Serena a été libérée de prison, m'a dit Denise. J'ai juste hoché la tête. Je n'ai rien demandé d'autre. Je ne voulais pas savoir où elle vivait, ce qu'elle faisait, si elle avait changé. Elle a essayé de me contacter par l'intermédiaire de Denise, par l'avocat Saouyer, demandant une chance de parler, d'expliquer, de s'excuser face à face. J'ai dit, non, je n'étais pas encore prête. Peut-être que je ne le serai jamais, et c'était bien aussi, parce que j'avais appris quelque chose d'important pendant ces mois. Le pardon n'est pas obligatoire. On ne le doit à personne, pas même à sa fille, surtout pas à sa fille, si elle vous a détruite la première. Le pardon est un cadeau que l'on fait quand on est prêt. Si jamais on l'est. Et je n'étais pas prête. Peut-être que je ne le serai jamais. Et ma vie était quand même belle. J'ai 71 ans maintenant. Je vis dans une maison au bord du lac.
J'ai des amis. J'ai la paix. J'ai la liberté. J'ai la dignité. Je n'ai pas de famille. Mais j'ai quelque chose de plus important. Je me possède. Et après 70 ans à vivre pour les autres, je vis enfin pour moi. Chaque matin, je me réveille, je fais du café, je sors sur le porche, je regarde le lac scintiller sous le soleil, et je rends grâce. Je rends grâce pour la force que j'ai trouvée quand je pensais n'en avoir aucune. Je rends grâce pour les personnes qui m'ont aidé quand j'en avais le plus besoin. Je rends grâce d'avoir survécu à la pire des trahisons et d'en être sorti plus forte. À vous tous qui m'avez écouté, qui avez suivi mon histoire, qui avez peut-être vu quelque chose de vous en moi, je veux vous dire ceci. Il n'est jamais trop tard pour se défendre. Il n'est jamais trop tard pour se choisir. Il n'est jamais trop tard pour dire « assez ». Peu importe si la personne qui vous fait du mal est votre fils, votre fille, votre mari, votre famille. Si elle vous fait du mal, vous avez le droit de vous protéger. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de vivre en paix. L'amour ne justifie pas l'abus. Le sang ne justifie pas la trahison. Et être une mère ne signifie pas être une victime. Pendant 70 ans, j'ai été Ara l'épouse. Ara la mère. Ara celle qui pardonnait toujours. Maintenant, je suis juste Ara. Et cela suffit. Plus que suffisant. C'est tout. Si mon histoire vous a aidé de quelque manière que ce soit, si elle vous a donné de la force, si elle vous a montré qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre votre vie en main, alors tout en valait la peine. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'être là, de me rejoindre dans ce voyage de douleur et de guérison. Si vous voulez partager vos propres histoires, si vous voulez commenter, si vous voulez juste dire que vous êtes là, je vous lis, je vous entends, et je vous embrasse à distance parce que nous sommes tous dans le même bateau. Nous apprenons tous à vivre, à guérir, à être forts. Et si j'ai pu le faire à 70 ans, vous le pouvez aussi. Je vous laisse avec ceci, une pensée que j'ai écrite hier soir en regardant le lac. J'ai passé 70 ans à être pour les autres. Maintenant, je suis pour moi. Et j'ai découvert que ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'amour de soi. C'est de la survie. C'est la vie. Merci de m'avoir rejoint. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être là. Listen, I'm catching up. I'm trying to have a cookie. I forgot my tea again. My girlfriend's gonna be pissed at me because I kept saying, "Babe, can you have a cup of tea?" She makes me one. I don't even drink half, not even a quarter. You see the top? Did Harry already ask about my sound alerts? Blurb, yeah. She doesn't like her Pokemon. Well, I think next time, I think the sooner you start, maybe you get a better choice. I don't even know how it works. It's a feature on Mel that's coming out next week, and but Mel's great. Mel's amazing. I'm Bulbasaur. Okay. Nod. See, what are these redeems? Nod reading a message of like 10 minutes ago. I am sorry. Do you know what? I'll be honest with you, mate. If I was another streamer, I'll go, thanks, chat. Straight to the end. Thanks, chat. I'm like, no, I'm reading through it. People message me. I try my best to answer every single one of you. I'm not breathing right now. I'm holding my breath in. This is dangerous. 2 double espressos today. Cup of tea now. Trying to eat a cookie and talk at the same time and breathe at the same time. And then you lot redeem shit like that. Am I a joke to you? I'm trying to be myself. It was such a pleasure to meet and talk to you, mainly about Batman. A lot of fun. Hell yeah, do. Definitely do that again. One day I'll introduce you to my cousin Joey, because he loves that kind of stuff as well. But we'll see. I'm looking forward to May 2nd, mate. So am I. I'm looking forward to May 2nd. It's going to be interesting. Like, me and Cabbage are going to play first in the day, and I thought Fortnite, but then what else? Fall Guys, perhaps? And then me and Harry are going to be playing Arc Raiders. And then in between that and playing with Occam, I'm going to quickly have some food, maybe do like a draw or something. And then 9 o'clock, I think, roughly, on the 2nd of May, 9 o'clock is when I do my speech and also maybe a giveaway. So there will be 1 or 2 different giveaways. So one for everyone. And those that are present, I mean, not just people are like, lurking. People are actually going to be present. Yeah. And then the other draw will be those that are subbed, okay? So, because at the end of the day, if someone's subbed to me, I want to make sure they get a good, prize. Maybe, I don't know, maybe the longest you've been with me or how many subs, etc. I don't know. We'll figure out closer to the time, but we'll do some different draws. And there'll be some good ones. Hell yeah. Only got a 4. Only 4 what on Pokemon?
My God. Wait, are there predictions sometimes? Hey, Joey. Hey, Joey. What's up, how you doing? Panda has 2k channel points. What to use? How have you got 2,000 channel points already? Hell yeah. But Drek is a vampire. Vampire turns to bats. Do you know what? The sky is blue, Alessia. Let's argue about that. Nothing that bad in there. Good, good. I guess gambling's bad. Listen, you don't need to gamble. Just, entering this chat is a gamble, a risk as it is. I have 23,000 channel points. How the hell do you have 23,000 channel points? Jesus Christ. I'm going to chill out now. Ran over tokens. Yeah. All right, cool. Don't be one of those people who goes, Jelly, can you redeem this for me, please? How many channel points? So I used them all earlier. My God. Take all of Sir Hans's money. How? Exactly how? Nada got his beard back. Well, yeah, it's coming back in. And then I think maybe Monday or Tuesday, I'm going to shave all this bit and, I do miss it. I do miss it. But when I get stressed, I want to shave. Nada, your chat is 1403. You're so far behind. Fuck's sakes. Hell yeah. What is that redeem? I've never heard of that before. Now it's 2 hours later with you so far behind in chat. I am so sorry. Do you know what? I'll start missing people's comments then. Alessia comment, ignore. Joey, that's true. Neo being rich again. 5 espressos will catch up to you someday. 5. I had 2 doubles today. 7 a few weeks ago in 2 hours. Remember, last Sunday, I had 6 espresso shots in total in the space of 45 minutes. Yeah, Joey's here. Good shit. 3 stream streak. Hell yeah, Panda. He's way behind in chat. Do you know what? Fuck it. I'll just miss everyone else's chats then, yeah? And all your funny, quirky comments because you're all comedians and shit. I'll just sack them off. Wow. All right. Classic Naz. I can't even see what level my Pokemon is. Oh my God, there's first world problems and there's problems, Ladies and gentlemen, fuck Gaza. Fuck Lebanon, all that shit. We have a problem. Everyone's worried about their fucking Pokemon on my screen. Are we okay, people? Should I just get rid of the toys? Oh wow, we got Pokemon. That's so cool. I don't like Pokemon. What level is that Pokemon? Oh, I swear I lost 2 levels. Now I'm showing up my old madness. Panda likes gambles. No gambling. I've got mine sitting behind me in my room. It's very dangerous. Oh yeah, I know, right? I'm a baby Abra. Nice one, Joe. I think the more you talk in the chat, you should level up. I swear,